Konbanwa, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle lecture de conte. Cette fois-ci c'est un conte issu de ce livre. Alors attendez, il faut que je cache parce que mon Montaro il est tout nu sur la couverture. Donc ça va peut-être pas très bien passer sur Twitch et YouTube. Donc ça c'est un recueil de 25 histoires traditionnelles japonaises. Je vous ai mis la référence du livre directement dans mon article qui répertorie toutes mes recommandations de quel livre lire quand on est débutant en japonais. Donc vous pouvez le retrouver sur mon site internet coursdejaponais.com. Je vous ai mis, non vous êtes là, je vous ai mis le lien là dans le chat sur Twitch et sinon vous aurez le lien dans la description YouTube. Donc ça c'est l'un des bouquins que j'ai ramené du Japon, comme à chaque fois que j'y vais, je ramène plein de livres dans mes valises pour pouvoir les lire avec vous chaque mercredi sur Twitch. Et cette fois-ci j'ai choisi une petite histoire que je ne connaissais pas avant ce recueil de livres, non ce recueil de contes, dans ce livre. Et c'est une histoire qui est courte, très mignonne, un peu what the fuck, qui contient une mamie, un bonze, une souris et un personnage bonus, je vais pas vous le dévoiler parce que sinon ça spoilerait la fin. Les ingrédients du bonheur, j'ai envie de dire, de quoi passer une bonne histoire. Ce conte est adapté aux grands débutants, donc là si vous débutez en japonais, que vous venez d'apprendre vos kana et que vous vouliez les mettre en pratique, ou bien que vous ayez déjà un niveau GLPT 5, 4, voilà, c'est adapté pour vous, il y en a pour tout le monde. Il va y avoir du vocabulaire très simple, il va y avoir de la grammaire un peu plus avancée, il va y avoir des trucs un peu rigolos, un peu mignons, bref, faites-vous plaisir. Je pense qu'on va faire la lecture de ce conte en 2 parties. Donc là, on va déjà faire le début de l'histoire. Et puis, la prochaine fois, on fera la suite et fin de l'histoire. Normalement, c'est pas une histoire qui est donc très connue. Moi, je l'avais jamais croisée en dehors de ça. Eh bien, écoutez, je vous propose de découvrir tout ça ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais partager mon écran pour que vous puissiez lire avec moi. Comme d'habitude, vous prenez des notes sur ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de retenir en fonction de votre niveau, de vos besoins, etc. Vous mettez pas de pression. Si vous êtes là juste pour lire des kanas, c'est très bien. Si vous cherchez plus, eh ben parfait. Voilà. Je fais le petit disclaimer à chaque fois, mais comme on a des nouveaux qui arrivent chaque semaine. Alors, voici le titre déjà de l'histoire. Donc là, on voit ensemble l'illustration de la première page. Et voici le titre de l'histoire. Donc, c'est ce qui est écrit là en hiragana, en bleu. Donc, je vais demander aux grands débutants, surtout, de pratiquer et de me lire phonétiquement comment vous lisez ça. Comment vous prononcez ça à voix haute. Et pour les plus avancés, pour les senpai, je vais vous demander si vous reconnaissez un ou 2 mots. Il y a 2 mots ici dans le titre de l'histoire. Dites-moi, comment ça se prononce et qu'est-ce que vous reconnaissez comme mot? Il y a 2 mots. Il y a un mot un peu facile et un mot beaucoup plus avancé pour le coup. Alors, vous avez reconnu exactement Nezumi. Nezumi ici, qui veut dire donc une souris ou un rat. Ici, je pense que c'est plutôt une souris dans l'histoire. Et le deuxième mot, il se prononce kyo. Alors, vous n'avez pas tort en me disant que ça veut dire aujourd'hui, certes, mais pas dans ce contexte-là. En plus, ici, on n'a pas de kanji. On est dans une histoire pour enfants, donc il y a beaucoup de hiragana, il n'y a quasiment pas de kanji écrit. Mais si on avait le kanji, ce ne serait pas les kanji de kyo pour aujourd'hui. Ce serait un autre kyo. Est-ce que ça vous dit autre chose? Est-ce que vous connaissez un autre mot en japonais qui se prononce kyo? Là, c'est vraiment un mot qui est plus avancé. Je vous donne un indice, c'est en lien avec le bouddhisme. C'est en lien avec le bouddhisme, puisque là, ce personnage-là, on va en parler, mais c'est un bonze. Est-ce que ça vous parle? Kyo. Kyo.
Ah, la capitale. Alors là, c'est encore un autre kanji qui se prononce Kyo. C'est le Kyo de Kyoto et de Tokyo qui veut dire la capitale, effectivement. Donc, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne l'a. Ouais, alors enseignement, on n'est pas si loin de ça. En fait, Kyo, en général, il y a un O honorifique devant. Au Kyo, ce sont les sutras. Les sutras, ce qu'on appelle en français des sutras. Donc là, le titre de cette histoire, c'est le sutra de la souris. Le sutra de la souris. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de retenir le mot Kyo pour le sutra, on est d'accord. C'est que pour les personnes qui s'intéressent vraiment au bouddhisme en particulier. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas un mot qui va vous être très utile. Par contre, Nezumi, oui. Les noms des animaux en général, quelque chose qu'on apprend assez vite. Moi, c'est des choses que j'aime bien apprendre dans les langues étrangères. C'est ça. Donc, Nezumi Kyo. Pas besoin de particules no pour relier les deux mots. Bah, pas ici, non. Nezumi Kyo, on comprend que c'est le sutra de la souris. C'est ça. Et la capitale, alors là, on parlait vraiment du kanji, le kanji Kyo, le Kyo de Kyoto et Tokyo qui se prononce Kyo et qui désigne la capitale. Mais oui, derrière, bien sûr, le mot capitale, ce sera Shuto. Est-ce que c'est le même Kyo que dans Bukkyo? Non, ce serait trop facile. Attends, je te le mets dans le chat. Hop, je passe mon clavier en japonais. Hop, au Kyo. Que je fasse pas de bêtises, c'est... Ouais, c'est ça, c'est ce kanji-là. Le sutra. C'est ça. Donc non, parce que le Kyo de Bukkyo, c'est aussi élu, c'est enseigné. Voilà, donc ça c'est intéressant justement de se dire, tiens, pour un seul son en japonais, le son Kyo, on a plein de mots différents, plein de kanji en fait différents qui peuvent se prononcer comme ça, d'où l'intérêt d'apprendre les kanji, parce que ça vous évitera justement des mauvaises compréhensions. Ouais, les homophones japonais, on est très contents. Alors, je vous présente donc nos deux personnages principaux. Ici, on a un petit bonze et là, on a une petite mamie. D'ailleurs, le bonze, ici, vous voyez, il a son attirail, il a son grand chapeau. Il a... alors, je sais plus le terme exact, je suis désolée, c'est pas moi la spécialiste bouddhisme à la maison. Vous irez demander à Greg sur sa chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Twitch de Greg, mon mari, c'est le moment. Et pour les élèves qui étaient là au voyage scolaire, qui ont eu le privilège de rencontrer le mari de Keiko-san, donc ma prof de koto, son mari est bonze, justement, et il a exactement cet attirail-là. C'est un bonze dans une branche traditionnelle de moines, de bons itinérants, en fait, qui se baladent. Donc c'est exactement ce qu'on va rencontrer dans cette histoire. Alors, je vais zoomer pour... voilà, je vérifie que vous voyez tout. Oui. Ok. Alors, je suis désolée pour les plus avancés. Ça va vous faire mal aux yeux. Moi aussi, ça me fait mal aux yeux. Il n'y a quasiment pas de kanji. Donc, pour les grands débutants, c'est génial. C'est pour ça que je disais que c'est plutôt adapté pour vraiment les grands débutants qui viennent d'apprendre leur kana. Pour les senpai, ça fait mal aux yeux parce qu'il n'y a pas de kanji. Il y a... je crois qu'il n'y en a qu'un, kanji de hi. Du coup, c'est un peu plus compliqué de définir les mots, mais on va s'en sortir. Alors, c'est parti, je vous invite à lire avec moi les phrases. Donc, on commence en haut à droite, on descend donc de droite à gauche, de haut en bas, comme dans les mangas. Ok, on lit la première phrase. Mukashi aru tokoro ni totemo shinjin bukai oba-san ga imashita. Je relis un petit peu plus vite. Mukashi aru tokoro ni totemo shinjin bukai oba-san ga imashita. Ici, la première chose à faire, c'est de repérer s'il y a du vocabulaire que vous connaissez. Auquel cas, vous allez me le mettre dans le chat pour en faire profiter tout le monde.
Et la deuxième chose à faire, ça va être justement d'essayer de repérer le début et la fin des mots. On va céder des particules quand il y en a. Donc là, il y en a très peu dans cette phrase. Et on va essayer de repérer justement comment on va découper cette phrase. Alors, dites-moi tout. Ouais, oba-san. Alors, oba-san, ici, c'est ça, c'est une grand-mère, une vieille femme, une vieille dame, une mamie, tout ça. Mukashi, le premier mot, c'est typique du début d'un conte en japonais, c'est autrefois, il était une fois, il y a fort longtemps, tout ça, tout ça. Ok ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Le aru tokoro ni, on l'a souvent croisé dans les contes, c'est pareil, c'est une formule qu'on entend beaucoup. C'est ça, dans un certain lieu. Aru tokoro ni, tokoro c'est un lieu, un endroit. Donc autrefois, il y a fort longtemps, dans un certain endroit. Totemo, totemo ça veut dire très. Et derrière, en général, ce qu'on a, c'est un adjectif. C'est le cas. Ici, on a un adjectif qui est shinjin bukai, qui qualifie Oba-san. Donc la grand-mère, la vieille dame, elle était shinjin bukai. Qu'est-ce que ça veut dire shinjin bukai ? Est-ce que vous reconnaissez le bukai ? C'est le même bukai que dans kyomi bukai, pour ceux qui connaissent déjà cet adjectif. Kyomi, c'est un intérêt, un centre d'intérêt. Bukai, ça vient de fukai, qui veut dire profond. Donc kyomi bukai, c'est hyper intéressant. Donc là, on va se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire shinjin ? Puisque bukai, ça veut dire profond. Shinjin, c'est la dévotion. Donc dans le sens la piété, la dévotion, donc là au Bouddha. Shinjin bukai, c'est donc qu'elle est extrêmement dévouée au Bouddha, elle est très croyante, elle est très pieuse. Oba-san ga imashita, donc ga ici c'est la particule du sujet et imashita c'est le verbe imas iru qui veut dire il y avait, donc elle existait. Autrefois, il y a fort longtemps, dans un certain endroit, il y avait une vieille dame très pieuse. On pourrait le traduire comme ça. Donc là, c'est pareil, dans cette phrase, vous n'avez pas besoin de retenir shinjin. C'est pareil, c'est un terme qui est vraiment très lié plutôt au bouddhisme. Sauf si ça vous intéresse spécifiquement le bouddhisme en japonais. Si vous êtes dans la team de Greg. Sinon, peut-être que vous avez juste besoin de retenir le reste des mots de la phrase. C'est déjà pas mal. Deuxième phrase, on lit ensemble. Essayez de lire à voix haute avec moi. Aruhi, hitori no obou-san ga yatte kimashita. Je relis plus vite. Aruhi, hitori no obou-san ga yatte kimashita. Aruhi, un beau jour. Donc, shi, ici, vous voyez, en plus, c'est vraiment le seul kanji qu'on a. Donc, c'est vraiment un kanji pour les grands débutants. C'est l'un des tout premiers kanji que les enfants japonais apprennent et que nous aussi, on voit en général en japonais. En tout cas, dans Objectif Japon, on le voit très rapidement. Aruhi, un beau jour. Le reste, je pense que vous pourriez comprendre. En tout cas, il y a des élèves parmi vous qui peuvent comprendre. Obou-san, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, on en a déjà parlé un petit peu dans certaines autres histoires, mais justement, Obou-san, eh bien, kono hito wa Obou-san desu. Greg mo Obou-san desu. Donc, lui, c'est un Obou-san. Mon mari aussi, c'est un Obou-san. C'est un bonze, c'est ça. Et d'ailleurs, le mot bonze, en français, ça vient de Obou-san. C'est ce bozu, Obou-san. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, un beau jour, hitori. Hitori, c'est le compteur des personnes, c'est une personne. Donc, c'est pour compter qu'il n'y en avait qu'un. Un bonze.
Donc bonze, si vous connaissez pas le mot en français, hein, c'est un moine. Le bouddhisme, il vit pas dans un monastère. Justement, c'est les moines qui peuvent vivre parmi la population. Donc on appelle ça un bonze. C'est pour ça que mon mari est bonze et que je dis pas que c'est un moine, parce qu'il vit avec moi, il vit pas tout seul dans un monastère, perdu dans une montagne. Donc, un bonze, yatte kimashita. Donc on reconnaît kimashita, peut-être, hein, le verbe venir, il est venu. Donc yatte kimashita, c'est il a débarqué. Donc un beau jour, un moine, un bonze, est arrivé, est venu en fait, hein, il a débarqué, c'est sous-entendu chez la grand-mère, chez la vieille dame. Le no sert à relier le compteur avec ce qui le suit. Donc à compter en fait le obo-san, il y en avait combien? Parce qu'en japonais, il n'y a pas de singulier pluriel. Donc si on disait juste aruhi, obo-san ga yatte kimashita, on ne sait pas s'il y en avait 1, 5, 1000, 10 000. On ne sait pas si c'est un bonze, des bonzes. Donc là, on veut préciser qu'il n'y en avait qu'un seul. Et du coup, il faut le relier avec une particule pour relier ces deux mots. Règle générale, le no entre compteur et sujet, mais en fait, ça dépend vraiment de la place de ton compteur dans la phrase. Dans Objectif Japon, je vous fais voir une structure de phrase qui est que le compteur se place entre la particule et le verbe. C'est pour vous faire des phrases, on va dire, simples et qui fonctionnent dans tous les cas de figure, enfin en tout cas ce que vous voudrez dire avec des compteurs. Donc par exemple, j'ai une grande sœur, hein. Ane ga hitori imasu. J'ai une grande sœur, ça fonctionne. Là, c'est une autre utilisation du compteur, c'est que du coup, notre compteur, il s'est mis avant le nom. Donc oui, dans ce cas de figure précis, ça fonctionne effectivement avec le no, tout à fait. Ok, et puis en plus, ça nous a fait réviser le compteur Hitori, c'est très bien, parce que c'est l'un des compteurs les plus utiles dans la vie de tous les jours, le compteur des personnes, et donc Hitori étant une exception, hein, c'est Hitori Futari, une personne, deux personnes, et après, on repart sur le classique nin, donc san, nin, etc. Pour 3 personnes. Ok. Jusque-là, j'espère que ça va. Sinon, vous reprendrez tranquillement avec le replay. Hein, n'hésitez pas. C'est fait pour. On continue. Ici, vous voyez, on a des crochets. On a des crochets. Donc ça, c'est l'équivalent des guillemets en français. Ça permet de comprendre qu'on a une personne qui parle. Là, la première personne qui parle, c'est le bonze. C'est lui, c'est le monsieur. Bon, il n'a pas l'air tout jeune, il a des petits sourcils blancs, il a une tête de petit papy. Donc on va essayer de le faire parler avec une voix de petit papy bonze. Tabi no tochū de michi ni mayoimashita. Hitoban tomete moraemasen ka? Bon, il est un peu implorant aussi, hein, mais ça va avec sa requête. Alors, est-ce que vous avez reconnu des mots? Ici, c'est un peu plus avancé en vocabulaire et même en grammaire. On est plutôt sur du N4. En fait, on est même totalement sur du N4. Donc là, les senpai, les élèves de la formation Objectif JLPT4, c'est votre moment. It's your time to shine. Montrez-nous ce que vous avez retenu. Ça, c'est des structures qu'on voit justement. C'est du vocabulaire et des structures qu'on voit dans la formation. Donc, c'est le moment de mettre en pratique. Alors, j'ai loupé des questions, pardon. On peut dire hitoride. Oui, Dragoon. Hitoride, ça veut dire en étant tout seul. Il s'est perdu. Oui, exactement. Alors justement, on va expliquer pourquoi on comprend ça. Sur le chemin de l'aventure, oui, Tabi, effectivement, c'est son périple en fait. Hein, c'est un voyage, un périple. Je me suis perdue, sur la route. Michi, c'est ça, tout à fait. Vous avez reconnu Michi, qui veut dire donc le chemin, la rue. Ici, c'est le chemin. Il s'est perdu pendant son voyage, tout à fait. Moraemasen, peut-être le verbe recevoir. Oui, bien vu, tout à fait. Il est caché là-dedans, mais c'est ça. Et mayoimashita, il s'est perdu. Ok, bon bien joué.
vous avez toutes les infos. Maintenant, on va quand même expliquer ce que ça veut dire. Donc, tabi no tochu de. Tabi, c'est donc un voyage. Moi, j'aime bien le traduire par le mot périple, parce que voyage, pour moi, c'est plus ryoko, quand on part en voyage au Japon. Tabi, c'est vraiment plus un périple, donc peut-être qu'il fait un pèlerinage ou quoi, ou qu'il se rend quelque part en particulier. Et donc, tabi no tochu de, tochu, c'est en plein milieu, donc en plein pendant mon périple. Michi, le chemin, ni mayoimashita, michi ni mayou, michi ni mayoimasu, c'est effectivement s'égarer, perdre son chemin, il sait plus où il est perdu. Donc ça, ce michi ni mayoimashita, c'est d'ailleurs une phrase que je vous fais voir dans Objectif Japon, dans la partie, la leçon sur s'exprimer dans la rue. Si jamais vous avez besoin de dire ça en japonais, vous êtes perdu dans une ville japonaise, eh bien, vous apprendrez à le dire à ce moment-là. Hitoban, alors là, personne ne m'a parlé de ça. Hitoban, je suis sûre qu'avec les kanji, vous auriez compris sans problème. Ban, c'est le kanji du soir, de la nuit. Et donc, hitoban, c'est une nuit, en fait. Une soirée, une nuit. Tomete moraemasen ka. Là, on a un verbe à la forme en T. Je vais boire un petit coup après. On a un verbe à la forme en T suivi de moraemasen ka. Donc, vous avez reconnu... Vous avez reconnu que dedans, il y a le verbe morau, moraimasu, qui veut dire recevoir. Donc, c'est la forme en te moraimasu. Recevoir un service, recevoir quelque chose, quoi. Il est à la forme moraemasu, moraeru. Donc, ça, c'est la forme potentielle. Ça, on en parle pareil, c'est du N4. Si vous êtes grand débutant, c'est pas la peine de retenir toutes ces subtilités-là. La forme potentielle, donc, être capable, pouvoir faire quelque chose. Masen, négatif. Ka, c'est une question. Donc, est-ce que vous ne pourriez pas faire ça? Pour moi, s'il vous plaît, je vous en serais reconnaissant. Et le verbe qui se cache derrière, donc, tomete. Tomete, tiens, si vous avez la forme en T du verbe tomete, à votre avis, c'est quoi sa forme dictionnaire et sa forme masse? C'est bien de pouvoir convertir comme ça un verbe à plusieurs formes. Pendant que vous faites ça, je bois un petit coup. Ine, minasan kanpeki. Hai, ok, super. Donc, quand vous avez la forme en T d'un verbe et que vous ne le connaissez pas, vous voulez le chercher dans un dictionnaire, vous avez besoin de sa forme dictionnaire. Donc là, ici, tomete, ici on a un son en E devant le T, donc on sait que c'est un verbe du deuxième groupe. C'est donc tout simplement le T qui se transforme en le. Tomete, tomelu, et donc forme en mas, tomemas. Exactement. Donc tomelu, alors il y a plusieurs verbes qui peuvent se prononcer tomelu. Ici, dans ce cas-là, vu le contexte, on se doute que c'est héberger. C'est héberger quelqu'un. Donc loger quelqu'un pour la nuit. Lui faire passer la nuit chez nous, l'héberger. Voilà. Si jamais vous ne connaissez rien aux formes T, mas, dictionnaire, vous ne savez même pas de quoi je parle, c'est que c'est trop tôt dans votre apprentissage, pas de panique, ça viendra. Si jamais vous savez ce que c'est, mais que vous galérez, et ben du coup, je vous invite à aller voir ou revoir la leçon correspondant à ça dans Objectif Japon. Voilà, il y a Loma Deba qui dit « Je suis pile dans cette leçon ». Eh ben, c'est parfait. C'est une bonne mise en pratique. Donc, notre bonze demande tout simplement l'hospitalité pour la nuit, parce qu'il s'est perdu. Là, on voit qu'il y a des crochets à nouveau, donc c'est la petite mamie qui va répondre. « Sore wa ma oki no doku ni douzo otomari kudasai » La petite mamie, elle est très polie. Elle va utiliser du keigo, donc elle s'adresse avec beaucoup de respect au bonze. Je vous rappelle qu'elle est très pieuse, donc forcément, elle est
elle est contente, quoi, d'avoir un bonze à la maison. Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit? Au début, elle lui dit « Ah, sore wa ma ». Donc, sore, ça c'est un petit mot qu'on apprend dès le début avec kore, sore, are, hein, ceci. Donc, sore, ça fait référence à un truc qui est près de vous, mon interlocuteur. Là, ce que vous me dites, là, monsieur le bonze, ça, c'est ma. C'est okinodoku ni. Là, vous pouvez le prendre en un seul bloc, comme une expression. En fait, c'est quelque chose, c'est c'est vraiment pitoyable, mais dans le sens vraiment, c'est regrettable ce qui vous arrive. Oh là là, c'est vraiment ballot, c'est dommage. Je suis vraiment désolée pour vous, quoi. Ce qui vous arrive, c'est vraiment une situation, c'est malheureux, quoi. Ce qui vous arrive, que vous soyez perdu, tout ça. Dozo, alors ça c'est un mot important à connaître, hein, bien sûr. Dozo, allez-y, je vous en prie, allez-y. Otomari kudasai. Vous reconnaissez sans doute kudasai pour donner un ordre poli, faites ça s'il vous plaît. Ici, elle n'a pas utilisé la forme en te kudasai que nous on apprend au niveau GLPT 5, qui est très bien. C'est juste elle a un degré de politesse en plus. Elle est allée chercher vraiment du keigo super respectueux. Donc, on va utiliser la forme en o, suivi du radical du verbe. Forme en masse, on enlève le masse. Et elle rajoute kudasai. Ça, on en parle justement dans la leçon sur le keigo, dans la formation objectif GLPT 4. Donc, si jamais vous voulez prendre votre bonne dose de keigo, je vous invite dans la formation GLPT 4, vous allez pouvoir vous éclater. C'est ironique. J'essaie de faire passer la pilule du mieux possible hein, sur le keigo, mais voilà, c'est quand même une grosse leçon. Donc ici, ce qu'elle lui dit, c'est « Mais bien sûr, allez-y, restez, passez la nuit ici, je vous en prie, je vous en prie. » C'est ça. Passer la nuit ici. Ok, donc elle l'invite, très bien. Ensuite, on a une petite phrase pour nous dire « Oba-san wa obo-san wo gochiso demo. » Gochiso de motenashi mashita. Alors là, vous allez peut-être reconnaître, ici c'est un verbe, mais nous on connaît souvent le nom. Il y a un mot japonais qu'on entend souvent. On dit « Oh, les Japonais, ils ont le omotenashi ». Est-ce que ça vous parle? Ce mot-là, est-ce que ça vous parle? Omotenashi. Là, en tout cas, c'est le verbe qui va avec ça qu'on vient de croiser. Donc, le thème de la phrase « Oba-san », ici on a la particule de thème, wa. Donc, en ce qui concerne la grand-mère, « Obo-san o », « Obo-san », là, c'est le COD. Donc, elle a fait une action sur le bonze. La grand-mère, elle a motenashi mashita ici, puisque c'est du passé. Le verbe, c'est motenasu, motenashimasu. Est-ce que vous connaissez le omotenashi? Qu'est-ce que c'est, ce concept japonais? Vous avez déjà entendu ce mot, le omotenashi? Le sens de l'accueil, exactement, c'est ça. En fait, c'est vraiment une notion. On garde souvent le mot japonais pour ça parce que ça va au-delà de ce que nous, on attend en fait en France et en français. C'est le sens de l'accueil, c'est l'hospitalité, le sens du service à la japonaise qui est extrêmement poussé et qui est reconnu dans le monde entier. Vraiment, moi, ce que je dis toujours, parce que je le pense sincèrement, c'est que le Japon, c'est le meilleur pays au monde pour être touriste. Quand tu es touriste au Japon, on te met au même niveau que les dieux, on s'adresse à toi comme à un dieu, tout est fait, on te déroule le tapis rouge pour que tu sois bien, on te met bien, quoi, vraiment, les Japonais, ils te mettent bien. Et donc ça, c'est le omotenashi. Donc, omotenashi, c'est le nom pour le sens de l'accueil, l'hospitalité. Et là, motenasu, motenashimasu, c'est donc recevoir, accueillir, donner l'hospitalité à quelqu'un. Donc ça, c'est le verbe qui va avec. Et effectivement, vous avez reconnu gochiso. Gochiso, c'est le même gochiso que dans gochiso sama deshita, tout à fait.
Donc gochiso tout court, ça veut dire un festin. Là, c'est la particule de moyen. Donc en gros, c'est pour dire que en ce qui concerne la grand-mère, elle l'a mis bien, quoi. Elle a bien accueilli le bonze, elle lui a donné le meilleur accueil possible, elle l'a régalé. Voilà, elle lui a préparé un festin. Elle est trop contente d'avoir un bonze à la maison, quoi. Elle est refaite, hein. C'est ça. On n'a pas fini d'y retourner, mais ça, malheureusement, une fois qu'on a goûté au Japon, je ne connais personne qui ne veut plus y retourner, c'est impossible. Malheureusement pour notre portefeuille, hein, c'est que là, on y passe toutes nos économies. Donc du coup, la grand-mère, elle l'a mis bien, trop cool, et soste, ensuite, tsugi no hi no asa ni naru to, hitotsu no onegai wo shimashita. Alors là, je suis sûre que vous pouvez comprendre. Je vous laisse déjà faire. Pour les senpai, vous allez aider les débutants. Hein. Soshite, tsugi no hi no asa ni naru to, hitotsu no onegai wo shimashita. Allez, je vous laisse bosser. Moi, je bois un coup. Ouais, vous l'avez. Hein. Vous l'avez, donc je vous laisse travailler. Soshite, tsugi no hi no asa ni naru to, hitotsu no onegai wo shimashita. Hai, kanpeki. Kanpeki, kanpeki. Alors, pour les débutants qui n'ont pas encore tout le vocabulaire, je vous explique. Soshite, ça c'est un petit mot comme ça pour enchaîner des actions. Là, c'est donc ensuite, hein, après ça. Tsugi. Tsugi, ça c'est un petit mot qui est très pratique. Vous allez beaucoup l'entendre, notamment dans les gares, dans les annonces, dans les trains. C'est le prochain, le suivant. Donc, il s'utilise avec la particule no suivie d'un nom. Donc là, hi, c'est le jour. Tsugi no hi, le jour suivant. Tsugi no hi no asa. Vous voyez, on a encore un deuxième no. Asa, c'est le matin. Donc, le matin du jour d'après, du jour suivant. Tsugi no hi no asa ni naru to. On parle pas d'un personnage de manga célèbre qui est un petit ninja ici, bien sûr. Hein. Là, naru, plus loin, to. Naru, c'est le verbe narimas. Naru qui veut dire devenir. La forme en ni, naru, ni narimas, devenir quelque chose. En japonais, ils utilisent d'un point de vue beaucoup plus vaste que nous. Hein, ce verbe naru, narimas, nous, on le traduirait pas du tout avec devenir. C'est pour montrer qu'il y a eu un changement de situation, un changement d'état. Donc, c'est devenu le lendemain matin. Donc, en gros, le lendemain matin en français. Hein. Le lendemain matin, lorsque c'est devenu le lendemain matin, si vous voulez, eh bien, hitotsu, c'est trop bien. On révise les deux compteurs parfaits. On avait hitori, donc pour une personne, et là, on a hitotsu pour une chose. Donc, c'est le compteur des choses en vrac, tous les trucs qui rentrent pas dans les autres compteurs. Si vous connaissez pas le bon compteur, vous utilisez hitotsu, il est très pratique pour ça. Donc une chose, un truc. Hitotsu no onegai. Onegai, c'est le même onegai que dans onegai shimasu. Vous savez quand vous dites s'il vous plaît, onegai shimasu. Sauf que en japonais, on ne dit pas s'il vous plaît. On dit j'en fais le souhait. Et ça, c'est les petites notions de compréhension, à la fois de la langue, j'arrive plus à parler français, à la fois de la langue, mais aussi de la société, de la culture en fait japonaise, hein, de l'état d'esprit japonais. Et quand on comprend le japonais, quand on apprend au moins un minimum de japonais, on a cette compréhension-là. On se dit, ah oui, c'est vrai qu'en français, on dit s'il vous plaît, si ça vous plaît à vous. Mais en japonais, on dit je fais le souhait. Onegai, c'est un souhait, et shimasu, c'est faire.
Donc, ça fonctionne dans l'expression onegai shimasu pour dire s'il vous plaît, mais là, du coup, c'est le lendemain matin, hitotsu no onegai o shimashita, elle a fait un souhait. Elle a demandé quelque chose. Est-ce que ça va jusque-là? Daijoubu? Je regarde ce que vous me dites. Oui, c'est ça, c'est le même tsugi que dans Tsugi wa Shibuya, Shibuya. Dans le train, c'est ça. Trop hâte de tester, on part avec mes parents pendant 3 semaines en novembre. Waouh, trop bien. Ah, c'est une belle période en plus, c'est génial. Les kanji me manquent, je n'arrive pas à découper les phrases correctement, je vois les particules partout. C'est affreux, hein. Franchement, quand on n'a pas les kanji. Je peux vous dire que quand j'ai commencé ces lectures sur Twitch là avec vous, ça date, ça date. Hein. Je crois qu'on a commencé en fin 2020. En tout cas, ça fait un bon 4 ans, je pense, qu'on fait ça maintenant sur Twitch. Je dois vous avouer qu'au début, mais je louchais, je ne comprenais pas les textes. Parce qu'il n'y avait pas les kanji. Et une fois qu'on est habitué à lire avec les kanji, c'est compliqué de faire sans. Donc maintenant, ça va. Je me suis habituée à force de faire ça chaque semaine avec vous. Mais waouh, au début, c'était compliqué. Hai, kantan desu. So ne, konban wa toku ni kantan desu. C'est vrai que ce soir, c'est particulièrement facile, mais j'essaye aussi de trouver des textes qui soient un petit peu pour tous les niveaux. Des fois, on va chercher du plus difficile, du plus challengeant. Là, ce soir, c'est un petit peu plus simple. Ok, donc si tout va bien, on va terminer cette page avec la dernière phrase. Donc, le souhait de la grand-mère, justement, c'est elle qui parle ici, c'est « Obo-sama o kyo o agete kudasaran ka ». So, « agete kudasaran ka no ». Elle lui fait sa demande, elle demande ça comme ça. Donc, Obo-sama, vous avez vu, elle l'appelle Sama, hein, c'est pas Obo-san, elle a transformé le san en Sama, parce qu'elle a vraiment beaucoup de respect pour lui. Donc, san, équivalent de monsieur, madame, mademoiselle, Sama, plus respectueux encore, c'est le suffixe honorifique qu'on va utiliser vis-à-vis des dieux, des patrons, des clients, des gens qu'on respecte énormément. Okyo, Okyo, c'est le même Okyo que tout à l'heure, ce que je vous expliquais, donc c'est le sutra. C'est le kyo qu'on a dans le titre. Ici, il y a un O honorifique. En général, c'est comme ça qu'on va faire référence des sutras, parce que c'est les textes sacrés du bouddhisme. O, c'est toujours notre particule de COD. Et ici, ce qu'elle lui demande, c'est agete kudasaran kano. Donc, on pourrait dire agete kudasai. Là, elle a un niveau encore plus poli. Et puis, elle termine sa question par no pour insister un petit peu dessus. Est-ce que ce serait possible que vous me chantiez, en fait, ici, que vous me récitiez un sutra? Donc là, ici, ce verbe-là fonctionne bien avec okyo. On verra, il y en a d'autres dans l'histoire, après d'autres verbes pour chanter ou réciter des sutras. Donc là, ce qu'elle lui demande, c'est « Est-ce que, monsieur le bon, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me chanter un sutra ?» Voilà. Ok pour cette première page. On peut récapituler, si vous voulez, pour les mots vraiment grands débutants. Genre là, c'est votre tout début en japonais. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Vous pourriez retenir donc totemo qui veut dire très, oba-san qui veut dire une grand-mère, une vieille femme, hitori qui veut dire une personne, michi qui veut dire un chemin. On pourrait avoir aussi, alors il y a plein de mots en fait qui sont super utiles ici, mais dozo qui veut dire allez-y. Et puis pourquoi pas donc soshite ensuite après. Tsugi, le prochain, hi, le jour, asa, le matin, hitotsu, une chose, le compteur des choses, et donc onegai o shimasu, faire un vœu. Voilà, après je vous laisse reprendre le texte si jamais vous voulez creuser. En tout cas, il y avait beaucoup de choses intéressantes, et concrètement pour DN4, pour des élèves GLPT4, là, vous pouvez vous faire plaisir, vraiment.
Ok, et ben si tout va bien, on va passer à la page suivante. Hai, tsugi no peiji. Tsugi. Kore desu. Voici la page suivante. La petite illustration, très mignonne. Un nouveau personnage qui arrive. Vous vous rappelez? Kore wa nihongo de nan desu ka? Nihongo de kono doubutsu no namae wa nan desu ka? Nihongo de souris wa hai. So desu. Nezumi. Nezumi desu. Hai, kawaii nezumi desu ne. Nezumi desu. Hai. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup Valikana pour ton prime. Merci pour le soutien à la chaîne, ça fait très plaisir. Arigatou gozaimasu. Eh bien, sur cette bonne nouvelle et cette petite souris toute mignonne, je vous propose d'enchaîner avec la page numéro 2. Niban. La deuxième page, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hate, komarimashita. Donc là, c'est une phrase en 2 mots. Et c'est ça qui est génial, mais qui est aussi perturbant au début, surtout avec le japonais, c'est que là, concrètement, on a... Ça, c'est même pas un... Enfin, c'est juste un petit mot. Et on a un verbe. Et c'est tout. On n'a pas de sujet, on n'a pas grand-chose. Donc, on doit comprendre avec le contexte. Donc, hate, je sais même pas grammaticalement en français dans quoi on qualifie ça. Peut-être une interjection. C'est vraiment... voilà, c'est ça. C'est... Je pense que c'est une interjection. Et komarimashita, ça bien sûr c'est un verbe. On reconnaît la forme en mas ici au passé. Komarimashita, komaru, komarimasu. C'est être dans l'embarras. So, être en difficulté. Être en difficulté, être dans l'embarras, être en souci, avoir un problème. Donc, komarimashita, c'est... on est dans l'embarras. Donc là, en l'occurrence, le sujet, ce sera Obo-san. On l'a juste derrière. Ah, ben, il est bien embêté. Alors, pourquoi il est bien embêté? On va découvrir ça. Une onomatopée, peut-être. Je sais pas si c'est considéré comme une onomatopée ou pas en français. Bon, c'est du détail, mais en tout cas, vous avez compris ce que ça veut dire. Donc, komaru komarimasu, être embêté. Et alors, pourquoi est-ce qu'il est embêté? Pourquoi ça pose souci? Parce que Obo-san wa okyo o oboete inakatta no desu. Hai, oboete inakatta. Ara. Komarimashita ne. Et Obo-san, donc en ce qui concerne le bonze, okyo, les sutras, o, particule de COD, oboete inakatta, oboete iru, oboeru, oboemasu, c'est se rappeler, se souvenir, avoir en mémoire quelque chose. Et là, du coup, c'est la forme en teiru, donc c'est son état, mais c'est du négatif passé. Oboete inai, ne pas se rappeler. Oboete inakatta, passé négatif. Il ne se rappelait pas, il ne se souvenait pas de ces sutras. Et la forme en odes, à la fin, c'est pour insister sur l'explication. Donc, il est bien embêté, parce qu'en fait, le bonze ne se rappelait pas, il se souvient pas de ces sutras. Il est peut-être un peu âgé, c'est possible, on ne sait pas. En tout cas, là, il a un blanc, il se rappelle d'aucun sutra. Bon. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Demo, shikata ga arimasen. Demo, mais, cependant, petit mot très utile, ça. Demo, mais. Shikata ga arimasen. Shikata ga arimasen. On l'entend parfois à la forme plus familière. Shikata nai.
shikata ga nai. Shikata nai. On en a déjà parlé. Est-ce que vous vous rappelez de cette expression qui est vraiment une expression, là pour le coup, qui est typiquement japonaise. Ça traduit bien l'esprit japonais. Un peu de résilience aussi. Hein. C'est ça. C'est la même chose que shoganai. Il n'y a rien à y faire. On n'y peut rien. Dans ce sens-là, c'est ça. Donc, littéralement, un shikata, c'est une manière de faire. Arimasen, il n'y en a pas. Donc, en français, ça peut sonner un petit peu pessimiste, négatif, dans le sens « Ah, il n'y a rien à y faire ». Mais en japonais, il n'y a pas vraiment cette notion de pessimisme. Au contraire, c'est plutôt de la résilience. C'est de se dire « Bon, ok, là, je ne me rappelle pas de mes sutras. Elle veut que je lui enchante. Bon, pas le choix. On sort quelque chose, on va y aller. » Et donc, vous allez voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que ce shikata ga arimasen, c'est en tout cas dans la tête d'un japonais, dans la culture japonaise, c'est vraiment plus ok, voilà, il n'y a pas le choix. C'est vrai que ça traduit bien cet esprit japonais de... vous savez, hein, les Japonais, le Japon, c'est le pays quand même qui est le moins bien placé au monde. Hein. Ils ont toutes les catastrophes naturelles possibles et inimaginables. Ils s'en prennent très régulièrement dans la figure entre, bien sûr, les typhons, les séismes, les tsunamis, les incendies, tout ce que vous voulez. Donc, cette résilience japonaise, elle est vraiment profondément ancrée dans leur culture, dans leur état d'esprit et dans leur langue. Donc, c'est vraiment ça. C'est OK, on se prend un truc sur la tête, et c'est pas grave, on y va, on rebondit, et voilà, on est au pied du mur, donc go, on y va, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y avait des questions ? Parce que là, je parle, je raconte plein de trucs. Le kanji... le kanji de oboeru, voilà. On te l'a mis dans le chat. Merci les senpai. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, justement ? Parce que shikata ga arimasen, ok, c'est cool, mais concrètement... Moji moji to butsudan no mae ni suwarimashita. Alors là, il y a du vocabulaire plus avancé. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Il y a des choses plus simples après. Donc, moji moji to. Alors ça, justement, c'est une onomatopée. Et vous savez qu'en japonais, il y a littéralement des milliers d'onomatopées. Je suis arrivée. Je n'arrive plus à parler français. Il y a des milliers d'onomatopées en japonais. Et moji moji to... Enfin, moji moji en fait partie. Là, ici, elle est sous forme d'adverbe. Et les onomatopées japonaises, c'est pas que pour retranscrire des bruits ou des cris d'animaux. Ça va beaucoup plus loin. Ça peut aussi représenter des sentiments, des manières de faire, des attitudes aussi. Et moji moji suru, c'est être confus, être pas très à l'aise, être hésitant, tout ça. Donc, moji moji to, c'est en étant un peu... je suis pas super à l'aise, je suis un peu hésitant. Donc, qu'est-ce qu'il fait en étant un peu hésitant ? Eh bien, butsudan no mae ni. Butsudan, ça c'est pareil, c'est un mot qui ne va vous servir que si vous vous intéressez vraiment au bouddhisme japonais. Sinon, c'est pas un mot que vous apprendrez rapidement. Le butsudan, c'est le meuble japonais dans lequel on va prier Bouddha et ou les esprits des personnes décédées dans notre famille. C'est un petit hôtel bouddhiste, exactement. C'est ça. Donc, le butsudan, en général, chez les Japonais, il y en a un pour justement commémorer les ancêtres. Mais sinon, par exemple, chez nous, là, à la maison, Greg en a un pour sa pratique bouddhiste. Donc, nous, on a un butsudan. Et tiens, si vous voulez aller voir à quoi ressemble le butsudan de Greg, vous pourrez aller voir sur sa chaîne Twitch, Greg le Bonze, ou sur sa chaîne YouTube. Donc, un butsudan, c'est ça. Donc, c'est pas un mot que vous avez besoin de connaître en dehors de ça. C'est pas le mot le plus utile dans votre vie de tous les jours, sauf quand vous avez un mari bonze comme moi.
Donc, butsudan no mae ni, mae, ça c'est beaucoup plus utile comme mot, ça veut dire devant, face à. Butsudan no mae ni, donc face au butsudan. Suwarimashita, ça c'est un verbe utile qui veut dire s'asseoir. Suwaru, suwarimasu, s'asseoir. Donc, en étant un petit peu hésitant, il s'est assis face au butsudan. Il s'est assis devant le butsudan. Et suwarimasu fonctionne avec la particule ni. S'asseoir à tel endroit, c'est ni. Voilà. Suruto, soko e nezumi ga choro choro to dete kimashita. Suruto, alors, ce faisant, soko e soko. Tout à l'heure, on a parlé de kore, sore, are. Là, cette fois, on a koko, soko, asoko pour les lieux. Donc, soko est à cet endroit-là. Donc, en direction, et c'est la particule de direction, en direction de cet endroit-là, eh bien, Nezumi, une petite souris, ga choro choro to, c'est encore une onomatopée, dete kimashita, dete kimasu, dete kuru, c'est sortir de là, Deru, c'est sortir et kuru, c'est venir. Donc c'est, hop, elle a pointé le bout de son nez. Elle est venue, elle est arrivée. Et choro choro, donc choro choro to, c'est une onomatopée qui peut représenter un petit mouvement comme ça, rapide, genre. Donc, ce faisant, en direction de cet endroit-là, donc face au butsudan, il y a une petite souris qui est apparue rapidement. Voilà. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue Marie. Soko de, obou-san wa maru de okyo no you ni tonaemashita. Et donc, à ce moment-là, obou-san, qu'est-ce qu'il a fait le bonze? Maru de complètement. Alors, marude, ça fonctionne bien avec la forme grammaticale en yo-ni qui est juste derrière. Ça, c'est du N4. On en parle en détail justement dans le cours sur yo-ni, dans la formation objective GPT 4. Okyo no yo-ni, donc à la manière d'un sutra. Tonaemashita, ça c'est justement un autre verbe, tonaeru, tonaemasu, qui veut dire donc réciter, chanter un sutra. C'est un verbe qui est spécifique plutôt à ça. Donc là, c'est pour nous dire que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chanté, récité, à la manière, vraiment, on aurait trop dit un sutra. Ça ressemblait vraiment totalement à un sutra. Et là, on a des paroles, donc je vais tenter une reproduction fidèle de ce qui s'est passé. On choro choro dete. Il a plus sa voix de vieux, il a perdu sa voix de vieux. J'arrive pas à faire les deux. Dete korare soro. Ça se voit que j'entends des chants bouddhistes tous les jours. depuis des années. Donc, qu'est-ce qu'il a chanté? Il a chanté on choro choro. Donc, on reconnaît le choro choro, c'est le même. Donc, rapidement, comme ça. Tuk tuk tuk. Dete korare soro. Donc, dete kuru, c'est le même verbe qui était là. Dete kimasu, dete kuru, c'est sortir, montrer sa tête. Dete korare so. Ici, il l'a mis au passif et avec la forme en so, donc on dirait qu'elle va faire ça. Alors le passif, c'est toujours compliqué à traduire en français parce que nous, on va pas forcément mettre du passif partout là où les Japonais en mettraient. Mais en gros, ce qu'il pourrait dire, c'est rapidement, elle va sortir sa tête. Quelque chose comme ça. Ça sera à peu près ça.
次にネズミが穴を覗いたので。Donc, 次に et ensuite, Nezumi la souris, Ana le trou, o nozoita no de, nozoku nozokimasu, c'est jeter un coup d'œil, enfin, hop, elle regarde comme ça. Lui aussi, on l'a déjà croisé pas mal de fois, hein, ce verbe dans d'autres contes. Donc, elle regarde un petit coup par le trou, la souris, hein, elle jette un petit coup d'œil par le trou, et comme elle fait ça, on choro choro, ana nozoki na sare soro. Donc, on choro choro, donc rapidement, ana nozoki, hein, ana le trou, nozoki, donc c'est toujours notre verbe nozoku, regarder, jeter un coup d'œil. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est rapidement, elle jette un coup d'œil par le trou. C'est à peu près ça. Voilà pour cette deuxième page. Donc bien sûr, tout ce qui est là, tout ce qui chante, hein, il raconte un petit peu tout et n'importe quoi. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de retenir, enfin en tout cas de vous focaliser là-dessus. Par contre, pour le reste, en termes de grammaire et en termes de vocabulaire, il y avait des choses intéressantes. Donc là, vous piochez en fonction de votre niveau actuel. Je vous laisse refaire un petit tour avant qu'on passe à la 3e page. Et pour aujourd'hui, on en fera déjà 3. On aura fait la moitié de l'histoire. Traduis bien, je t'écoute à l'aveugle, sans lire le texte et je me félicite de reconnaître les sons à ta lecture. Ah, tu veux dire quand je lis en japonais, tu comprends? C'est ça? Je pense que tu as les phrases en tête. C'est stylé, bravo à toi. Nezumi no Okyo, c'est pour ça en fait, le Nezumi Kyo, hein, le titre, vous commencez à comprendre pourquoi il y avait ce titre, hein, le titre de l'histoire, le sutra de la souris, c'est ça. Ok, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la 3e et dernière page pour aujourd'hui. On va déjà regarder l'illustration. C'est trop mignon à chaque fois, hein, franchement, les illustrations dans les livres de contes japonais. C'est trop cute. Donc voilà la petite souris. La fameuse Nezumi. Et hop, vous avez tout le texte. Ouais, parfait. Les noms, les verbes, c'est agréable de comprendre. Bien joué. Bien joué à toi, c'est grâce à toi surtout. C'est parce que t'as bossé. Je pensais au début que la souris réciterait les sutras à sa place. Ah, ce serait encore mieux. Parce que là, du coup, on aurait pu avoir la voix de la petite souris. Mais malheureusement, il n'y en avait pas dans cette histoire. Kawaii ne. Sugoku kawaii. Hello, yahoo. Ok, alors on va lire ensemble la 3e et dernière page. Pour aujourd'hui, Tsugi ni nezumi ga chu-chu nakimashita. Justement, notre fameuse souris. Qu'est-ce qu'elle fait la souris en japonais? Elle fait chu-chu. Là où en français c'est le bruit du train, en japonais c'est le bruit de la souris. Et alors là pour le coup c'est extrêmement facile à mémoriser puisque la souris la plus célèbre du Japon, la souris japonaise, je précise, la plus célèbre du Japon, c'est bien sûr dare desu ka? Nihon no ichiban yuumei na nezumi wa dare? Kiro no nezumi? So, Pikachu! Pikachu! Mochiron Pikachu desu. Et Pikachu wa pika pika to chu chu no mix. Pika pika, c'est l'électricité. Et chu chu, c'est le bruit de la souris. Donc Pikachu, c'est une souris électrique, littéralement. Ce qui fait que vous pouvez retenir que le bruit de la souris en japonais, c'est chu-chu, c'est le chu de Pikachu.
Et si vous voulez écrire le nom de Pikachu correctement, vous devriez mettre un allongement. Hein. C'est Pikachu. C'est pas Pikachu en japonais, c'est Pikachu. C'est même pas une vraie souris. Bah, c'est quand même une souris électrique. Donc, Tsugini, donc après ça, ensuite, Nezumi ga, la souris, elle a chu nakimashita, donc naku nakimasu. C'est pas dans le sens pleurer ici, hein, c'est dans le sens faire du bruit, c'est faire le bruit pour un animal. Donc elle a fait quick quick, elle a fait chu. On continue le sutra, c'est toujours le bon, ce qui fait on choro sasayakare soro. Donc c'est toujours le on choro, donc rapidement sasayakare soro. Donc il finit toujours avec son ro comme ça pour faire en genre c'est un sutra quoi. Et donc là c'est pareil, il a mis un verbe au passif. Donc c'est le verbe ya ku au passif. C'est ça. Que je vous dise pas de bêtises. Donc ya ku, c'est chuchoter. Ah bah c'est faire du petit bruit comme ça. Donc la souris elle a fait tu, je pense. C'est un petit bruit de souris. Et donc ya kareru, c'est ça, c'est du passif. Donc elle a fait, elle a chuchoté. Enfin, elle a été chuchotée. Il a été chuchoté. En fait, en français, c'est ça le passif. C'est il a été chuchoté. Donc rapidement, il a été chuchoté. Mais ça veut rien dire en français, bien sûr. Hein. Yagate, Nezumi wa heya kara choro to dete ikimashita. Donc yagate, ça c'est pareil, c'est un petit mot qu'on croise dans toutes les histoires. Yagate, hein, c'est finalement, au bout du compte, au bout d'un certain temps, la souris, Nezumi wa heya, la pièce, kara, depuis, donc depuis la pièce, choro, c'est toujours le même, hein, rapidement. Donc le mouvement de la souris, hein, pout, elle est partie rapidement. Dete ikimashita, justement. On avait dete kimas, dete kuru, donc débarquer, arriver. Et là, c'est l'inverse, c'est dete iku, dete ikimas, elle est partie. Donc au bout du compte, au bout d'un certain temps, la souris a fini par partir de la pièce. Elle a quitté la pièce. Voilà. Et notre bonze, il continue en disant on choro dete ikare soro dete ikare soro. Donc vous avez compris, il redit ça au passif. Hein. Donc rapidement, elle s'en est allée, quelque chose comme ça. Et ensuite, on a donc la mamie qui reparle. Elle dit « Ma, arigatai o kyo, arigatou gozaimashita » Donc, ma, bon ben, arigatai o kyo, arigatou gozaimashita. Donc, bien sûr, arigatou gozaimashita, vous connaissez, vous comprenez. Merci beaucoup pour ce qui vient de se passer. Et juste avant, elle a utilisé donc okyo arigatou gozaimashita, donc merci pour le sutra. Et le sutra, elle l'a qualifié de arigatai. Et alors ça, justement, parfois on peut juste entendre arigatai au lieu de arigatou gozaimasu. Donc arigatai, c'est grammaticalement c'est assez poussé, mais en gros c'est quelque chose qui est vraiment, c'est tellement difficile d'obtenir ça, enfin c'est tellement rare que je souligne son importance. C'est ça, hein, de base d'ailleurs, l'origine de arigatou gozaimasu, hein, grammaticalement c'est ça. Donc là on est sur un niveau de grammaire qui est beaucoup plus élevé, mais en tout cas ici elle remercie pour merci beaucoup pour ce précieux sutra que vous m'avez accordé. Merci. Enfin en tout cas elle exprime sa reconnaissance. Elle est vraiment vraiment reconnaissante de ça. J'en suis extrêmement reconnaissante. Donc merci pour
Merci pour ce sutra. Et elle continue en disant « Kiotsukete okaeri kudasai » Kiotsukete, faites attention à vous. Et okaeri kudasai, ça vient du verbe kaeru, kaerimasu, rentrer à la maison. Elle utilise à nouveau la forme en o plus le radical du verbe suivi de kudasai. Donc rentrez chez vous, très humblement. Enfin moi je suis humble vis-à-vis de vous. Avec beaucoup de respect, rentrez chez vous et faites attention. Et on termine par Oba-san wa o yorokobi de obo-san wo miokurimashita. Donc la grand-mère, o yorokobi. Yorokobi, c'est la joie. Oh, une grande joie, donc avec une énorme joie. Obo-san wo miokurimashita. Miokuru, miokurimasu, c'est raccompagner jusqu'à la porte ou voilà sur son chemin. Donc avec une énorme joie, elle était très contente et du coup elle a reconduit le bonze jusqu'à a priori jusqu'à la sortie quoi. Voilà. Alors est-ce que j'ai loupé peut-être des questions? Sasayaku, pour demander à parler moins fort. Sasayaku, c'est chuchoter. Donc, si tu veux demander à chuchoter, oui. Il y avait du Nihonju dans son gotiso. Écoute, tu sais, c'est une petite mamie très pieuse. Ça ne lui viendrait même pas à l'esprit de remettre en question le bonze. C'est impossible. Vu le niveau du bonze, il va se perdre en route. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est peut-être un début de démence, effectivement. On en est peut-être plutôt là. C'est pas forcément de la mauvaise foi, c'est peut-être juste, il devient sénile, et là, c'est un peu inquiétant. Voilà, en tout cas, pour ce début d'histoire. Alors, l'histoire pourrait s'arrêter là. En soi, ce serait déjà très drôle, mais... Vous me connaissez, si je vous propose cette histoire, c'est parce qu'il y a une suite, une fin et une chute surtout, qui moi m'a fait beaucoup rire. Donc on va découvrir ça ensemble dans la deuxième partie. J'espère déjà que la première partie vous a plu. Déjà moi rien que ça m'a fait rire. Mais la deuxième partie, il y a un autre personnage qui rentre en jeu et il y a une chute. Il y a vraiment quelque chose. Donc rendez-vous dans la deuxième partie pour découvrir ça. Et du coup, on décortiquera le reste de l'histoire ensemble la prochaine fois.